Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et fin, en tout cas pour moi, de cette lecture. On a lu tout au long de cette nuit Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN tout au long de cette lecture. Je m'étais arrêtée au chapitre 24 et je vais donc poursuivre. Très bonne soirée à tous. Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote car je ne la lui ai pas donnée. Et puis, il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité. Non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui, charité. J'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piller sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire « À quoi bon ?» Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin. Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je m'étrangle avec le matelas? Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures, et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre, puis ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent, et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes 2 mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, le jour de l'an, des étreintes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable! Quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société?
Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Moi. Le même qui est venu ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends pourquoi, comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de Grève, en voiture, un jour vers 11h du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la Grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournai la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant « Tiens, regarde, le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. » C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11h viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Ah, cette fois malheureux, je ne détournerai pas la tête. Oh, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat, vite l'avocat. Je veux bien des galères, 50 galères, que tout soit dit, ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge. Mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit émue? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore, qui m'est pris par l'intelligence ou par le cœur? Ce matin, j'étais égarée. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ses paroles m'ont semblé inutiles et je suis restée indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur une vitre glacée. Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit.
Il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit « Mon fils ». Ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué. « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?»« Oui, mon père, lui ai-je répondu. »« Croyez-vous en la sainte Église catholique, apostolique et romaine ?»« Volontiers, lui ai-je dit. »« Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. » Alors il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, en m'interrogeant. « Eh bien ?» Je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levée aussi. « Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. » Il m'a demandé « Quand reviendrai-je » Je vous le ferai savoir. Alors il est sorti sans colère, mais en hochant la tête, comme se disant à lui-même « Un impie. » Non, si bas que je sois tombée, je ne suis pas un impie, et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleurer, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fut de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous, empathique, où il lui était besoin de profondeur, plat, où il eût fallu être simple, une espèce de sermon sentimental et d'élégie théologique. Ça et là, une citation latine en latin. Saint Augustin, Saint Grégoire, que sais-je. Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà 20 fois récitée, de repasser un thème, oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Et comment en serait-il autrement? Ce prêtre est l'aumônier en titre de la prison. Son état est de consoler et d'exhorter. Et il vit de cela. Les forçats, les passions sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli à mener des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux, bien poudrés à blanc, ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement, il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié. Il relit la page et puis il vient. De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui et qu'il est un lieu commun pour eux. Qu'on m'aille donc, au lieu de cela, chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés au hasard dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors, qu'on me l'amène, tout palpitant,
tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux, et il pleurera, et nous pleurerons, et il sera éloquent, et je serai consolée. Et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi? Que suis-je pour lui? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre, comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi, mais c'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais en avoir besoin. Une table délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger, mais à la première bouchée, tout est tombé dans ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt « c'est cela », tantôt « ce n'est pas cela ». J'ai demandé aux gendarmes qui c'était. Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait. Puis il a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante « Mon bon ami, dans 6 mois, cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevrons, s'est chargé de la réponse. « Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. » L'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme, auquel, ingrat égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé. Homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournais le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup, frappé sur mon épaule, m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seule. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. « Criminel, avez-vous bon cœur ?»« Non, lui ai-je dit. La brusquerie de ma réponse a paru les déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. « On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. »« Pourquoi non ?» ai-je répliqué. « Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir ?»« Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. 2 mots seulement. Voici, si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûtât rien, est-ce que vous ne le feriez pas ?» J'ai haussé les épaules. « Est-ce que vous arrivez de Charenton ? Vous choisissez un singulier vase pour y puiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un ?» Il a baissé la voix et pris un air sérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. « Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune, tout cela me sera venu de vous. Voici, je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère, mon cheval est à moi,
et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûr. Je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros, 3 bons, hein? Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez même ce soir, si cela vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans sa position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. Écoute, lui ai-je dit en faisant le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir. Je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions. À une condition. Il ouvrait des yeux stupides. Laquelle? Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. Si ce n'est que cela, s'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise, j'observais tous ses mouvements, mon cœur palpitait, je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme, et la place, et la rue, et le palais de justice derrière moi. Mais il s'est retourné d'un air indécis. « Ah ça, ce n'est pas pour sortir d'ici. » J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. « Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite. » Il m'a répondu « Ah ben non, tiens, et mes numéros, pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez morts. » Je me suis rassis, muet, et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années. Ancien enclos de religieuse que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. La petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans, Pepa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer, et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il y a encore qu'1 an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pépita la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau. Elle pleurait. Je disais « C'est bien fait !» Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement,
nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir, je lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes et nous rougissons tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été. Nous étions sous les marronniers au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons ». Je la vois encore, elle était tout en noir, en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Pépa redevint Pépita et me dit « Courons ». Et elle se mit à courir devant moi avec sa taille fine comme le corset d'une abeille et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis, elle fuyait. Le vent de sa course se levait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine. Je la pris par la ceinture du droit de victoire et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi, j'étais sérieux et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. « Asseyez-vous là, me dit-elle. Il fait encore grand jour. Lisons quelque chose. Avez-vous un livre ?» J'avais sur moi le tome second des Voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard et je me rapprochai d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule et nous nous mîmes à lire chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. « Avez-vous fini ?» me disait-elle, que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent, et nos bouches tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman, dit-elle en rentrant, si tu savais comme nous avons couru !» Moi, je gardais le silence. « Tu ne dis rien, me dit ma mère, tu as l'air triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, j'ai été ravie de vous lire ce magnifique livre. On se retrouve très bientôt pour un autre voyage. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon courage pour ceux qui se couchent, pour qui travaillent. Et bonne nuit pour ceux qui se couchent. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Au revoir!